On va passer à autre chose, les amis. On va parler de fiscalité, puisque même si c'est un sujet qui, comment dirais-je, n'est pas quotidien, en tout cas, il est récurrent et il est certainement inquiétant. Bruno Le Maire, ça ne vous a pas échappé, a publié un livre tout récemment dans lequel il explique qu'il faut passer de l'État-providence à l'État protecteur. En attendant, c'est lui qui est à Bercy depuis 2017, donc on lui a pas mal posé la question quand même ces derniers temps, mais enfin c'est quand même vous qui êtes aux manettes, et c'est Alain Marchal, lundi par exemple, sur RMC, dans l'émission Les Grandes Gueules, qui l'interpelle justement sur le sujet. Les gens qui bossent n'arrivent plus à s'élever par le travail, disent qu'à la fin du mois, dans le fond, ils s'en sortent pas. Enfin, vous êtes aux manettes. Mais vous êtes aux manettes. Avec un président qui a écrit Révolution. Enfin, les Français. Mais faut pas étonner qu'ils vous foutent une branlée. Mais nous vous prochaines. Pardon, monsieur, votre obsession de la branlée aux élections européennes. Mon langage. Mais vous êtes aux manettes avec Emmanuel Macron qui a écrit Révolution depuis 2017 ans. Et puis, on est là à faire le constat. Votre langage a le mérite d'être cash. Moi, je vais vous dire, nous aurons aux élections européennes, n'a jamais été aussi nous aurons aux élections européennes un résultat bien meilleur que ce que tout le monde pense par esprit de défaite. Voilà, Bruno Le Maire, qui était donc chez Les Grandes Gueules sur RMC lundi. Mardi, il va dans la matinale de RTL et voilà ce qu'il dit. C'est une prise de conscience collective. Tout ne peut pas reposer que sur les dépenses de l'État. Ça peut plus être open bar. Très concrètement, sur le médicament, quand nous décidons d'augmenter la franchise de 50 centimes à 1 euro, c'est une façon de dire, mais désolé, le médicament, ça peut pas être open bar. Regardez tous les médicaments que vous accumulez dans votre pharmacie. Ça a un coût, c'est vous qui payez, c'est le contribuable qui paye. Et en tout cas, pour les impôts, parce qu'évidemment, après, on lui dit, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Voilà ce que répond le ministre de l'économie. On peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et c'est ma conviction et c'est ma position, totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes, qui payent déjà un montant d'impôt qui est extrêmement élevé. Donc pas d'impôts en plus pour les Français. On est toujours mardi et le même Bruno Le Maire s'adresse aux députés à l'Assemblée nationale. Vous nous dites que vous avez toujours assumé l'urgence du redressement des comptes publics. C'est pour ça que vous avez voté pour 127 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dans le budget 2024. C'est sans doute pour ça que vous avez proposé de maintenir le bouclier sur l'électricité pour un coût de 6 milliards d'euros. C'est sans doute pour cela que Éric Ciotti a proposé de baisser de 15 centimes la fiscalité sur l'essence pour 12 milliards d'euros. Je vous épargne les 1743 amendements du groupe Les Républicains représentant 127 milliards d'euros de dépenses, car je n'ai que 2 minutes, hélas, pour vous les présenter. Je voudrais simplement vous dire, mesdames et messieurs les Républicains, que la seule chose qui compte, c'est l'intérêt de la France. Et que lorsque je vous dis que ma porte est ouverte pour discuter, pour échanger, pour regarder comment réduire la dépense publique, et que le président de votre groupe répond « Participerez-vous à la réunion du ministre de l'économie début avril ?» Certainement pas. Je trouve ça désolant. Voilà, donc échange avec les Républicains. Arthur Delaborde, que pensez de Bruno Le Maire qui accessoirement, on l'a bien compris, et ça a été relaté dans le journal du dimanche, Antonin André, est, on va le dire, il est candidat pour 2027. Arthur Delaborde. Oui, il a une stratégie personnelle. Je pense qu'il est prêt maintenant à aller jusqu'à la rupture, peut-être, s'il n'obtient pas certains arbitrages, justement pour combler ses déficits. Après, son argumentaire est quand même, on l'entend à travers les sons qu'on vient d'écouter, quand même difficile à tenir, puisqu'il est à Bercy depuis maintenant 7 ans, et que forcément, quand on voit le dérapage... Vous avez remarqué quand même qu'à chaque interview, à chaque fois qu'on lui pose la question, il arrive à faire du slalom spécial et il passe à côté, quoi. Oui. Et avec le grand sourire, ça a été le cas aussi dans d'autres émissions, on n'a pas tout retenu, mais à chaque fois on lui dit, mais c'est quand même vous. Et puis, alors, je crois, aidez-moi, mais il me semble que c'est Jean-Pierre Chevènement qui disait un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas dit, bon, mais finalement, je suis pas d'accord avec votre politique, c'est ce qu'avait fait encore Gérard Collomb quand il était ministre de l'Intérieur, il est parti, bon, ben voilà. C'est quand même assez étonnant Antonin André. Non, en fait, Bruno Le Maire démissionnera pas, probablement. Il a une stratégie, il a un agenda. Probablement que Darmanin ne démissionnera pas non plus, d'ailleurs, comme il l'avait annoncé, parce qu'aujourd'hui, quitter le gouvernement dans des temps aussi liquides, c'est être loin de la balle. Des temps liquides ?
J'aime bien cette des temps expression. liquides, vaporeux, on ne sait pas ce qui peut se produire. Voilà. Et donc il y a une forme de... Il vaut mieux être près de la balle que de s'en éloigner. Donc je ne pense pas que Bruno Le Maire va sortir. Effectivement, il cherche à se singulariser, mais il s'y prend mal. C'est-à-dire que le fait de vouloir réduire les déficits, bon, il est dans son rôle. Simplement lancer à tort et à travers des mesures sans qu'elles n'aient été arbitrées, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'arbitrage. L'arbitrage de Matignon de l'Élysée n'a pas encore eu lieu. Donc en fait, il lance des ballons d'essai. Il exaspère le groupe Renaissance. Je peux vous dire que mardi dernier, quand il est venu dans le groupe Renaissance, alors Bruno Le Maire, il aime bien arriver en retard. Donc il arrive toujours avec un quart d'heure de retard. Sauf que là, les députés en avaient ras-le-bol. Donc il y en avait qui disaient il va nous faire la promo de son bouquin, d'autres qui ironisaient sur Hidalgo elle a bon dos avec les embouteillages. Et sur la question des médicaments qui était évoquée tout à l'heure, il s'est fait matraquer par les députés Renaissance qui n'en veulent absolument pas. Et il y a une stratégie de Bruno Le Maire que même à Matignon, on a du mal à suivre. On a du mal à comprendre exactement quelle est la cohérence de ce qu'il est en train de faire. Mais ça veut dire que on se demande s'il n'est pas en train de s'abîmer. Mais c'est un électron libre, du coup ? Non, c'est pas un électron libre. Il est ministre de l'économie. Oui, c'est pour ça. Oui, non, mais il est pas. Vous dites, attendez, Antonin, vous venez de dire, à Matignon, on a du mal à comprendre sa stratégie. Parce c'est hyper grave. Maintenant, le ministre de l'économie, il dit, bon, il y a 5,5 de déficit en 2023, c'est plus que prévu, il va donc falloir faire des économies et faire la réduction des déficits. Le président de la République et le Premier ministre dit, fais-moi des propositions. Mais faire des propositions au président de la République et au Premier ministre, ça se fait pas à l'Assemblée en répondant à Eric Ciotti, devant Jean-Pierre Tartemuche, député Renaissance, ou en répondant en grande gueule. Mais non, quand vous êtes confronté à ça, non, mais il n'y aurait pas eu vous le réfléchissez, bouquin, Antonin, il n'y aurait pas eu le bouquin de manière concomitante. Non, le bouquin, c'est une chose. C'est-à-dire que ça, c'est sa doxa. C'est la doxa politique. Ou alors c'est pas de bol parce qu'il l'a écrit sans doute avant et ça sort maintenant. Dans le bouquin, il dit pas s'il faut réduire les médicaments. Il rentre pas d'arbitrage dans son bouquin. Il est juste sur cette idée que effectivement, on n'a plus les moyens de notre État-providence. Ça peut s'entendre. Mais dans la mise en œuvre, c'est brouillon et ça déplaît fortement à l'exécutif et c'est contre-productif. François Delabarre pour. Alors, on s'interroge sur quel levier il a véritablement. J'ai lu qu'il voulait réduire les durées d'indemnisation du chômage, mais en fait c'est pas de la compétence de l'État, c'est l'UNEDIC qui fait ça. Donc alors ils peuvent reprendre la main si les comptes dérapent. Ils peuvent reprendre la main et c'est ce qu'ils comptent faire. Mais en fait, toute cette histoire, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un directeur de cabinet d'un ministère régalien en 2017, juste après l'élection de Macron. Et là, on a vu arriver les types qui ont des bonnes notes à l'école et qui voulaient redresser les comptes publics. Et je sais pas si vous vous souvenez, à ce moment-là, il y a eu la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers de l'armée parce que Emmanuel Macron voulait réduire le budget de la défense de 850 millions d'euros. C'était en 2017 et depuis, le budget de la défense a augmenté de 15 milliards d'euros. Et en fait, c'est un peu partout pareil. L'augmentation des dépenses, 317 milliards d'euros de dépenses. Il s'est laissé dépasser par l'actualité parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a la guerre en Ukraine, il y a plein de raisons, mais ils n'ont pas trouvé le sésame, ils n'ont pas trouvé la clé pour réduire les déficits, alors que c'était au départ ce qu'ils voulaient faire. Ils se présentaient au départ comme des super gestionnaires qui voulaient réduire les. Ceci dit, il faut aussi relativiser. Le budget de la France, c'est 1600 milliards d'euros. On a un dérapage l'an dernier de 40 milliards d'euros. Je veux pas dire que c'est une goutte d'eau, mais enfin, c'est pas ça non plus qui va faire couler la France. Donc, si vous voulez, il y a aussi une espèce de dramatisation et d'hystérisation autour de ce sujet qui est un petit peu démesurée. Après, il y a un moyen très simple de récupérer de l'argent très rapidement. Très simple. C'est pas très populaire, mais c'est très efficace. Vous faites une année blanche. C'est-à-dire que vous, dans le budget 2025, vous n'indexez aucune pension de retraite, pas les minima sociaux, pas les prestations sociales, rien sur l'inflation. L'inflation sera 2 ou 3%. Et donc, vous aurez immédiatement une économie monstrueuse dans les caisses de l'État, autour de 20 ou 30, voire même 40 milliards d'euros, je crois. Voilà, il y a des mesures qu'on peut prendre. Et sans doute, on a quand même l'impression qu'ils se sont réveillés à un moment, ils se sont rendus compte qu'il manquait 21 milliards dans les caisses. C'est pas énorme, 21 milliards, François. Ouais. Dit comme ça, on n'est pas à 1 milliard près. On va marquer une pause. Moi, je note qu'Antonin André va être le futur ministre de l'économie. Pourquoi pas, ce candidat. Il a passé le week-end avec Emmanuel Macron. 18h40, à tout de suite sur Europe 1. La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve. Débat sur la fiscalité et on vient d'entendre justement les différentes prises de parole de Bruno Le Maire, que ce soit devant l'Assemblée nationale ou dans les médias. On est toujours avec Arthur Delaborde d'Europe 1, avec François Delabarre de Paris Match et Antonin André du JDD. Place à Gabriel Attal maintenant, qui était l'invité du 20h de TF1. Alors, faut-il taxer les plus riches ou pas, monsieur le Premier ministre ? La France n'est un paradis fiscal pour personne.
on est le seul pays de l'Union européenne qui a un impôt national sur la fortune. L'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Vous avez aujourd'hui 10% des Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. 10% qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. On a en France, ça existe nulle part ailleurs, une taxe spéciale sur les hauts revenus. Donc moi je ne veux pas laisser penser, c'est facile politiquement d'aller expliquer aux Français, les riches ne sont pas taxés en France, il n'y a pas de taxation, donc vous n'irez pas etc. au-delà. Non mais ce que je dis c'est, moi j'attends de voir des propositions qui sont crédibles. Et donc pas les plus riches d'après ce qu'on comprend. En revanche, quelle piste? On a posé la question aux 20h de TF1 à Gabriel Attal. Il y a 3 grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire il faut travailler davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, il s'apprécie sur une durée moins longue qui est plus 24 mois. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les 2 précédentes. Voilà, donc Gabriel Attal qui touche, et on a déjà effleuré le sujet avec François Delabarre sur cette possibilité de remettre en cause certains aspects de l'assurance chômage. Et d'ailleurs, on n'a pas passé le sonore, mais Sophie Binet a tout de suite tombé à bras raccourcis sur Gabriel Attal en disant vous êtes bien gentil, mais enfin ça se discute avec les partenaires sociaux, donc vous n'allez pas prendre la décision tout seul. Et Antonin, je crois que vous disiez tout à l'heure que s'il y a une exception où ils peuvent reprendre la main. Oui, c'est si les comptes de l'Unédic dérapent ou qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ont encore 8 jours pour le faire là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous lirez dimanche dans le journal du dimanche une longue interview. Pour une fois qu'on a du une longue interview du patron des patrons que j'ai faite hier, Patrick Martin, et qui n'est pas très satisfait non plus de cette reprise en main de l'État, qui dit d'ailleurs un peu comme Sophie Binet, vous êtes gentil, mais on vient de faire 2 réformes sur l'assurance chômage. On n'en connaît pas encore les effets, vous voulez recommencer. Vous dessaisissez les partenaires sociaux. Que je sache, un certain nombre de caisses, des retraites, des complémentaires sont gérées par les partenaires sociaux et elles sont plutôt mieux gérées que les caisses de l'État. Donc il ne comprend pas bien ce calendrier. Et surtout, ce qu'il dit Patrick Martin, de façon assez véhémente et assez convaincante, c'est que pour créer de l'emploi, en fait, ça sert à rien de s'attaquer à l'assurance chômage. C'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est quand les États-Unis mettent 1500 milliards de crédits d'impôt sur la table pour réindustrialiser les États-Unis avec l'Anti-Inflation Act. En Europe, on fait 370 milliards et surtout, avant de toucher les 370 milliards, les entreprises, elles vont patienter 2 ans de procédure de machin, alors qu'aux États-Unis, c'est tout de suite. Et là, se joue un écart considérable de concurrence qui peut coûter très cher en emploi. Il faut savoir qu'au dernier trimestre de l'année 2024, le secteur privé a détruit des emplois. Et à l'inverse, la fonction publique a créé 60 000 emplois supplémentaires l'an dernier et va en créer 70 000 cette année. Donc tout ça, ça coûte cher. Voilà. Donc si vous voulez, le sujet, c'est pas vraiment les chômeurs, quoi. Arthur Delabarre. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Surtout ou complètement complètement. On sait qu'une réforme de l'assurance chômage rapporterait quelques milliards par rapport à ce qu'il y a à trouver. C'est pas grand-chose. Alors la logique exposée par Gabriel Attal, c'est celle de retourner, d'arriver, puisqu'on n'y était pas encore et on n'a jamais été vraiment au plein emploi, et que ça permettrait de faire rentrer de l'argent dans la caisse de l'État, ce qui permettrait de résorber à terme les déficits. Après, il y a un autre agenda, puisque en réalité, toutes les pistes évoquées sur TF1 par Gabriel Attal ne sont pas directement les solutions qui n'ont pas encore été arbitrées pour réellement résorber les déficits. Et là, la marge de manœuvre paraît quand même assez faible. Antonin évoquait tout à l'heure l'hypothèse d'une année blanche, mais je crois pas que ça soit dans les tuyaux de l'exécutif, puisque sauf s'il est nommé ministre. C'est pas totalement exclu. Mais on sait que par exemple là, l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation a coûté cette année 14 milliards d'euros. On sait que les retraités sont quand même la base électorale d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va oser aller toucher à ça Les européennes seront passées au moment des arbitrages du budget. Il y aura plus d'enjeux, peut-être pour lui en tout cas. Après, mais on aura battu le record de médailles d'or, on aura gagné l'euro, un Français aura gagné le Tour de France.
et ça passera comme une lettre à la poste en avant. Et puis on aura 5% de croissance. Et voilà, c'est réglé. Tout va bien. Bien sûr. Face à cela, on a quand même les Républicains qui menacent d'une motion de censure. Est-ce que eux iront au bout alors qu'on l'a déjà entendu plusieurs fois? Non, mais en fait, c'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une fébrilité liée aux élections européennes énorme, parce qu'en fait, l'exécutif redoute que les LR fassent un score désastreux aux européennes, et que derrière, ils votent une motion de censure, si jamais on fait un plan de finances rectificatif, ils votent une motion de censure déposée par le RN, sachant que Marine Le Pen avait dit en son temps, les LR qui voteront la motion de censure, s'ils font tomber le gouvernement avec nous, on ne présentera pas de candidat face à eux dans leur circonscription. Et ça, je peux vous dire qu'en ce moment, chez les députés LR, c'est une petite musique où on se dit, oulala, si on se prend un gamin aux européennes, c'est chacun pour sa peau. Et qui peut dire ce qu'il veut. Exactement. Voilà, on regarde circo donc par ça, circo. c'est un vrai risque. C'est un vrai risque que DLR arrive avec le RN à faire passer une motion de censure. D'autant que Bruno Retailleau parle même de déposer lui-même la motion de censure s'il n'y a pas de budget rectificatif. Donc c'est une manière de mettre la pression au gouvernement. Et là, il y a quand même, on voit pas trop encore comment ils vont pouvoir s'en sortir. Le gouvernement est fébrile avec cette menace-là. Ils savent pas encore trop comment manœuvrer. Et c'est vrai que une fois de plus, c'est quand même singulier ce quinquennat dans cette majorité relative. Une fois de plus, ces LR qui sont à la fois qu'on trouve baroques, qui sont un peu des épouvantails, on voit qu'ils sont quand même toujours un peu au centre du jeu de la bagarre. Ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires, ou en tout cas ils peuvent être des empêcheurs, ils peuvent tout dynamiter. Enfin, c'est quand même assez mouvant comme situation politique. C'est assez inédit. Inédit. François Delabarre. Alors là, les LR ne jouent pas le jeu de la réduction des déficits quand même. Non. Donc ils n'ont pas une politique ils sont pas très honnêtes avec leur fond idéologique. Vous vous rendez compte, mais c'est la politique politicienne. Ils n'ont pas voté le CETA. Enfin, ils n'ont pas voté plein de choses. Non, mais sur les retraites, ils avaient demandé, ils voulaient 65 et ils n'ont pas voté 64. Je veux dire que Souvenez-vous, Patrick Martin, quand il voit la droite sénatoriale qui vote contre le CETA, qui a un accord c'est pas un accord qui va s'appliquer. Ça fait 6 ans qu'on l'expérimente, et qu'est-ce qu'on constate? C'est très bénéfique pour l'Europe, très bénéfique pour l'agriculture française, et ça avait été approuvé et voté par les sénateurs de droite. Et aujourd'hui, ils votent contre opportunément parce qu'il y a les élections. Enfin, il y a un moment où le complotisme et l'obscurantisme qui rentrent en économie, ça fait quand même froid dans le dos. Il était à votre place ici la semaine dernière, donc effectivement, il a pu. Vous le lirez dimanche, vous verrez. Sa colère. Il envoie du bois. Alors, il envoie du bois. François Delabarre, vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce que je passe on attend avec impatience les résultats du rapport commandé à des économistes et du Haut Conseil, parce que c'est comme ça que le président Macron gagne toujours du temps quand il a des décisions à prendre. Quand c'est pas un bidule. Quand c'est pas un machin, c'est un bidule. Exactement.